Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Bienvenue dans Flashback et très bonne année à vous, chers auditeurs, et à vous, mon cher Antoine. Très bonne année, Antoine, et à tous nos auditeurs, bien entendu. Chaque mois, nous allons continuer à vous proposer le meilleur de l'actualité du cinéma classique. Oui, je crois qu'on est le seul endroit de France où on donne l'actualité du cinéma classique, et de plus en plus d'auditeurs nous sont fidèles, et c'est une très bonne nouvelle. Alors, je voudrais aussi commencer l'année sur une note, évidemment, à la fois un petit peu plus triste, et en même temps c'est une personne qui nous a quittés à 96 ans après une vie extraordinaire. Évidemment, on ne peut pas ne pas rendre hommage à Michèle Morgan, grande dame du cinéma français, l'une des plus grandes actrices du monde, de l'histoire du cinéma, qui nous a quittés à la fin de 2016, et nous reviendrons bien sûr sur son cas pendant cette année 2017. Alors, au programme de ce premier flashback de 2017, les ressorties, dont celle immanquable du Roi de cœur de Philippe de Broca, les DVD avec l'édition de 2 films d'Akira Kurosawa, la carrière de Friedrich Murnau, le maître de l'expressionnisme raconté par Antoine à l'occasion de la reprise du Dernier des Hommes. Nous évoquerons également les rétrospectives et les événements en compagnie de Laurent Manoni qui nous parlera de l'exposition de Méliès à la 3D, la machine cinéma à la Cinémathèque française. Notre invité est Jean-Baptiste Viau, délégué général de la Cinétech, la Cinémathèque des réalisateurs, qui vient de fêter son premier anniversaire. Et tout de suite, on parle des ressorties. Commençons tout d'abord avec Police fédérale Los Angeles de William Friedkin qui ressort en version 4K le 4 janvier, restauration supervisée par William Friedkin, l'histoire de la traque d'un faux monnayeur, campé par Willem Dafoe dans l'un de ses premiers rôles, par un flic obstiné joué par William Petersen qui va peu à peu franchir la légalité pour arriver à ses fins. Le film, réalisé en 1985, est resté célèbre pour son impressionnante course-poursuite à Los Angeles qui se devait à l'époque de surpasser celle mythique de French Connection. Rappelons évidemment que William Friedkin avait obtenu plusieurs Oscars pour French Connection et qu'il avait remporté un immense succès quelques années plus tard avec L'Exorciste. Alors Police fédérale Los Angeles, ou en anglais, je préfère le titre anglais To Live and Die in LA, est très estampillé années 80 avec sa musique pop et son style emprunt au vidéoclip. Friedkin a toujours aimé l'ambiguïté et le soufre, dont le sommet avait sans doute été atteint quelques années auparavant avec Cruising. Cette fois, il joue sur l'ambivalence des rapports humains au milieu d'une mégalopole Los Angeles donc, qui de ses hangars désaffectés aux bois de striptease en passant par les voies ferrées, a rarement été aussi bien incarné à l'écran. Le réalisateur voulait, selon ses dires, dépeindre la ville comme un immense terrain vague gangréné par la violence et le cynisme sous un soleil brûlant. Un film qui servira de modèle à Michael Mann quelques années plus tard pour Hit ou encore Nicholas Winding Refn et son Drive. I'm gonna bag Rick Masters. We got a chance to make him on a hand-to-hand buy. You can't come up with the front money. You're not for real. You're not the first agents to get next to Masters. You're not wired, are you? Autre ressortie, celle d'un film un peu plus méconnu d'Arturo Ripstein, réalisé en 1966, Tiempo de Morir, qui ressort le 4 janvier, l'histoire d'un homme qui, après avoir passé 18 ans en prison, revient dans son village natal, mais les fils de l'homme qu'il avait assassiné sont bien décidés à venger leur père. Alors Arturo Ripstein, mexicain, fut d'abord l'assistant de Buñuel sur L'Ange exterminateur, avant de réaliser ce premier long métrage à seulement 21 ans, avec le soutien de son père, qui était producteur, et le soutien à l'écriture de Gaël Garcia Marquez et Carlos Fuentes. Grâce d'ailleurs à l'écriture et au style de ces deux écrivains, Ripstein réalise un western assez atypique qui reprend les codes du genre mais qui joue beaucoup sur les temps morts, distillant une atmosphère étouffante
très bien rendu à l'écran. Ripstein filme aussi très bien ce village écrasé par la chaleur et par la fatalité. C'est une œuvre et surtout un cinéaste assez méconnu à redécouvrir. Donc Tiempo de Morir en salle à nouveau le 4 janvier. Antoine, changement de registre cette fois avec Yves Montand et Marilyn dans Le Milliardaire de Georges Cukor, réalisé en 1960, qui ressort le 11 janvier. Oui, alors Le Milliardaire, c'est l'avant-dernier film de Marilyn, celui qu'elle tourne entre Certains l'aiment chaud et son dernier film, Les Désaxés. Alors, soyons clairs, si vous êtes passionné de Marilyn, il y a quand même beaucoup de gens qui le sont, c'est évidemment un film incontournable. Et si vous êtes passionné d'Yves Montand, et il y a évidemment beaucoup de gens qui le sont, c'est également un film incontournable parce que c'est quand même très amusant de voir notre Ivo Livy national qui a été érigé ainsi au rang de star hollywoodienne après que quand même pas mal d'acteurs de premier plan d'Hollywood aient refusé le rôle parce que ils n'avaient pas très envie de tourner avec Marilyn Monroe parce qu'il y avait deux choses qui leur faisaient peur. C'était d'une part la gloire de Marilyn et d'autre part le fait qu'elle était quand même tout le temps en retard et que c'était très compliqué de travailler avec elle. Alors franchement, c'est pas le meilleur film de Marilyn, c'est très loin aussi d'être le meilleur film de Georges Cukor, mais il y a évidemment quelques morceaux tout à fait mythiques comme My Heart Belongs to Daddy, et donc rien que pour ça évidemment c'est un film très agréable qu'il faut revoir. Vous savez que le titre original du film c'était Let's Make Love, qui en anglais veut plutôt dire flirtons que faisons l'amour, mais comme ça s'était très bien passé sur le tournage entre Marilyn et Yves Montand, il paraîtrait, oui. On dit de ce film que c'est le film dont Marilyn Monroe et Yves Montand ont pris le titre, original bien sûr, trop au sérieux. En tout cas, à réadmirer évidemment la magnifique Marilyn Monroe dans Le Milliardaire. Enfin, ressorti incontournable de ce mois de janvier, un film très rare et finalement curieusement assez méconnu. C'est Le Roi de cœur de Philippe de Broca, réalisé en 1966, qui ressort en version restaurée le 25 janvier. Version restaurée d'ailleurs largement supervisée par Pierre Lhomme, le chef opérateur du film. L'action du Roi de cœur se déroule en 1918 dans un village, Marville, où les Allemands ont dissimulé une charge d'explosifs. Les Alliés envoient alors le soldat Plumpik, joué par Alan Bates, afin de trouver la cachette. Il découvre un village habité uniquement par les pensionnaires d'un asile d'aliénés. Alors, après plusieurs comédies à succès avec Jean-Paul Belmondo, évidemment L'Homme de Rio ou Les Tribulations d'un Chinois en Chine, de Broca décide de réaliser une œuvre plus personnelle et audacieuse avec la complicité de son scénariste, Daniel Boulanger, s'inspirant de faits s'étant réellement déroulés durant la Seconde Guerre mondiale. Le film fut pourtant incompris à l'époque, mal accueilli par le public et la critique française, au point même que de Broca songea à arrêter la mise en scène. Mais on le comprend mieux, le public de l'époque ne pouvait sans doute pas avoir cette distanciation alors que la Seconde Guerre mondiale était encore dans toutes les têtes. C'est pour ça d'ailleurs que de Broca avait situé son action en 1918 alors qu'on ne fait que penser à 1944-45 quand on voit le film. C'est très frappant. Heureusement, depuis, le film a été réévalué et particulièrement aux États-Unis où c'est devenu un objet de culte, voire même d'étude. King of Arts, c'est le titre anglais. Et d'ailleurs, quand on va sur Internet, quand on se renseigne sur le film, on voit beaucoup plus de bandes annonces et documents américains que français. Et les Américains ont sans doute eu raison, parce que pour moi, c'est tout meilleur film. C'est en tout cas son film préféré et très clairement l'un de ses plus étonnants. Ouais, moi je voudrais juste un petit souvenir personnel. Ce film est passé à la télévision alors que j'avais une quinzaine d'années et ça a été pour moi une révélation absolument extraordinaire. Peut-être aussi quand j'avais vu certains films de Fellini, mais j'avais jamais vu un spectacle aussi étrange et aussi poétique à la télévision. Et vraiment, ce film m'avait émerveillé. J'ai aussi le souvenir de Daniel Boulanger, le scénariste, qui joue lui-même le colonel allemand dans le film. C'est toujours amusant de voir la tête incroyable de Boulanger faire des apparitions dans les films qu'il avait écrits. Alors, l'un des personnages dans le film dit, et j'aime beaucoup cette phrase, j'ai appris que pour aimer le monde, il fallait savoir s'en éloigner. Et c'est une maxime qui colle très bien au film parce
parce que De Broca filme des êtres exclus de la société, qui vont jouer enfin les premiers rôles, échappant à leurs conditions pour s'évader dans un imaginaire poétique. Il y a une folie vraiment contagieuse qui envahit le film, emmenée, je ne l'ai pas encore dit, par une formidable troupe d'acteurs. Alors on peut citer Micheline Prel, on peut citer Jean-Claude Brialy, il y a quelques-uns que j'ai plus envie de citer comme Julien Guillaumard, qui est un acteur que j'adore, qui est impayable en évêque, Pierre Brasseur, en général le Géranium, ou Michel Serrault, dont l'interprétation d'ailleurs laissait déjà augurer de celle qu'il fera quelques années plus tard dans La Cage aux Folles. Il paraît que François Truffaut surnommait De Broca le poète de la dérision, mais ce qui est beau, c'est que cette dérision est magnifiée par la tendresse qu'il a pour ses personnages, et à l'image de Geneviève Bujold, qui elle joue aussi un rôle majeur et qui interprète dans le film une funambule, De Broca filme sur l'air mélancolique de la musique de Georges Delerue une farandole au-dessus du chaos qui vaincra la guerre par la fantaisie, et en ces temps troublés, c'est un film à voir absolument, un petit chef-d'œuvre, donc qui ressort en salle le 25 janvier. La Merlin aime la friture. Oui, évidemment. Ah, bon, je respire. Oh, n'arrêtez pas de respirer pour vivre vieux. Au revoir, monsieur Marcel. Oh, comment, au revoir, mais tout le plaisir est pour moi. Vous payez les clients? Oh oui, comme ça ne désemplit pas. Bon, bref, et faisons vite. Oh. Où sont les Allemands? Les Allemands? Je me renseigne, mais... Il y a des Allemands ici! Bah pourquoi chute? Quand on parle à voix haute, personne n'écoute. Ici, pas de mystère. C'est une méthode. Et dites-moi, le Landscape frappe à minuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, il est bizarre cet élégant. Et le blocos, où est-il? Le blocos, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le dépôt de munitions. Oh! Les munitions! Oh, pas les munitions! Pour les munitions! Voyez le général! Compris. Où est-il? Oh, bah écoutez, à cette heure-ci, faites comme tout le monde. Droit devant vous. Hein? Oh! Vous avez vu le roi? Le roi. Le roi de cœur, voyons. Le dernier des hommes de Friedrich Murnau ressort en salle le 4 janvier avec une nouvelle musique de Galecka Moryavov. Dans ce film, Emil Jennings campe le portier vieillissant d'un grand hôtel qui va voir son existence s'effondrer. Alors revoir Le dernier des hommes, c'est être d'abord sidéré par sa critique sociale très acerbe, mais surtout subjugué par son incroyable modernité. Je rappelle que le film date de 1924 et son utilisation savante du langage cinématographique, que ce soit la caméra mobile, que l'on a même qualifié de déchaînée, révélant des visions de rêves et de cauchemars de manière subjective ou déformée, le flou de l'objectif traduisant la vieillesse du personnage, ainsi que de surprenants choix narratifs consistant à ne faire figurer aucun intertitre, cas quasi unique dans l'histoire du cinéma muet. Antoine... Sauf si je me souviens bien, au moment où il y a un petit twist dans l'histoire, c'est le seul moment où il y a quelque chose d'écrit. On apprend que le malheureux Emil Jennings, par une lettre, est mis à la porte, enfin est renvoyé aux toilettes. Voilà, c'est vraiment le seul insert. Mais Antoine, je pense qu'on peut dire que Murnau, comme Fritz Lang d'ailleurs, a véritablement révolutionné l'esthétique du cinéma mondial. Oui, d'ailleurs, il y a aussi toute une école de chefs opérateurs qui ont travaillé avec les grands cinéastes allemands, et Karl Freund, qui est devenu à la fois un des grands chefs opérateurs américains et aussi d'ailleurs réalisateur de La Momie, travaillait sur Le dernier des hommes avec Murnau, et notamment à l'origine du système de caméra mobile très sophistiqué qui a permis de réaliser ce film extraordinaire. Alors oui, c'est vrai, quand on voit les films de Murnau, on a l'impression, en 4 ou 5 films essentiels de Murnau, d'avoir l'impression qu'il a inventé à peu près tout le cinéma. Vous savez qu'en parlant de l'aurore de Murnau, Truffaut disait que c'était le meilleur film du monde, et c'est vrai que je comprends que les réalisateurs, face à quelques-uns des films de Murnau, se disent à la fin, écoutez, vraiment, là, tout ce qu'on fait, c'est lui qui l'a inventé et c'est lui qui nous l'a appris. Alors, Murnau était né en Allemagne, évidemment. Il avait fait des études d'histoire de l'art, ce qui est très important dans sa filmographie ultérieure, parce que énormément de films de Murnau évoquent des réminiscences de tableaux, et c'est quelque chose qui va être très important. En même temps, Murnau a été aviateur. Il a
a pris énormément de risques pendant la Première Guerre mondiale. Il a eu des crashs terribles. Il a survécu. Et donc, c'est après la guerre qu'il a vraiment, après la Première Guerre mondiale, bien sûr, qu'il a vraiment entamé sa carrière de cinéaste. Alors, le film fondateur de la carrière de Murnau, c'est évidemment Nosferatu. Nosferatu, c'est une adaptation libre, sans payer les droits, de Dracula, tellement d'ailleurs que dans certains pays, le film a été interdit parce qu'on a accusé Murnau d'avoir volé les droits. Alors c'est un vampire qui en plus d'être vampire propage la peste, hein, donc c'est quand même assez sombre, mais c'est vraiment un film fondateur de l'expressionnisme. On voit arriver évidemment l'ombre du vampire, la démarche du vampire, les bâtiments qui se referment. Enfin, il y a toute cette imagerie expressionniste qui est clairement trouve sa source largement dans ce film Nosferatu le vampire. C'est un film sur lequel Murnau a recours à des effets spéciaux, le stop motion, il y a également des teintes différentes qui sont utilisées dans ce film qui est en noir et blanc, et il y a l'utilisation de l'image en négatif. Enfin bon, c'est vraiment un film très fondateur en matière technique. Mais alors il y a un autre film qui est sorti comme Nosferatu en 1922, qui est moins connu, qui est le Fantôme, et qui, contrairement à son nom, n'est pas un film fantastique, et c'est un film qui est tout aussi décisif dans la naissance de la grammaire du cinéma tel que Murnau en a inventé une bonne partie. C'est là aussi, un peu comme dans Le Dernier des Hommes, c'est une descente aux enfers. Il y a la rivalité du rêve avec la réalité, qui est un thème extrêmement présent chez Murnau, qui est développé dans ce film Fantôme. Et puis là aussi, il y a une critique grinçante de la réalité sociale qui vient doubler, je dirais que ce génie cinématographique est doublé d'un génie pénétrant dans la compréhension des gens et des époques, qui est tout à fait important. Alors bien sûr, il y a ensuite en 1924 le Dernier des Hommes, avec sa caméra déchaînée, avec des caméras subjectives, une utilisation démente des plongées, des contre-plongées. Déjà les 4 ou 5 premières images du film, le plan d'ouverture est absolument mythique. En 1926, Murnau fait Faust, une légende allemande. Donc vous voyez, à chaque fois il va quand même chercher des thèmes qui sont solides, et là vraiment dans ce film on comprend à quel point Murnau fait une espèce de fusion entre le cinéma et la peinture, parce qu'il y a énormément de séquences de ce film qui évoquent des réminiscences de tableaux. C'est tout à fait étonnant. Bon ben voilà, on est en 26, et Murnau est considéré comme l'un des 3 papes, si je puis dire, du cinéma allemand, avec Fritz Lang et avec Pabst, ce qui signifie pape d'ailleurs, et ils sont vraiment absolument adulés, et ils font que, disons qu'au milieu des années 20, le pays du cinéma, en tout cas en termes de création, d'invention, c'est vraiment l'Allemagne. Mais le pays où sont les moyens de faire des films, c'est évidemment l'Amérique, et là, la Fox, qui ne s'appelle pas encore la 20th Century Fox, parce qu'elle n'a pas encore fusionné avec la 20, et qui est dirigée donc par William Fox, est intéressée par Murnau et décide de faire venir Murnau aux États-Unis. C'est particulièrement d'ailleurs Le Dernier des Hommes qui avait impressionné William Fox, et donc il fait venir Murnau, qui va faire disposer d'un budget illimité pour tourner un film qui s'appelle L'Aurore. Et en effet, L'Aurore est un film absolument magnifique, alors qu'il va avoir d'ailleurs tous les prix, hein. Il va avoir 3 prix lors de la toute première cérémonie des Oscars. C'est peut-être le film dans lequel on a le plus l'impression de vivre un rêve éveillé quand on va au cinéma. C'est un film sur un gars de la campagne qui est attiré par les lumières de la ville, par toute la gloire et la beauté que lui promettent un amour pour une femme de la ville, et donc le film est une espèce de promenade à travers la culpabilité de ce personnage, avec en permanence un effet de miroir entre le monde de la campagne et le monde corrompu de la ville. C'est tout à fait magnifique, c'est avec des surimpressions. Enfin, c'est un film d'une modernité incroyable, d'une technicité incroyable. Voilà, on se dit que si on avait voulu faire un film en noir et blanc et muet aujourd'hui, et de faire le
film le plus génial du monde, on aurait fait l'aurore. C'est tout à fait étonnant. Alors du coup, Murnau évidemment se plaît aux États-Unis. Et il va faire encore des expérimentations et des choses très étonnantes. Et là, il va s'associer avec Robert Flaherty, qui est l'un des plus grands documentaristes de l'histoire. Et ils vont partir faire un film en Polynésie qui s'appelle Tabou. Et là, il va se passer des choses très étonnantes pendant ce tournage, parce que les Maoris vont considérer que Murnau viole les sites sacrés de l'île de Motu Tapu. Et notamment parce qu'à un moment, Murnau déplace une pierre pour poser sa caméra, et donc ils vont considérer qu'il y a une malédiction. Or, quelques mois plus tard, à 42 ans, une semaine avant la première de Tabou, la voiture de Murnau, conduite par un chauffeur, va percuter un poteau électrique sur la côte californienne, et Murnau va perdre la vie à 42 ans dans cet accident. Et d'une certaine manière, le rôle si fondamental qu'il a eu dans l'invention de la grammaire du cinéma va évidemment rester connu du cinéphile, mais va peut-être un petit peu sombrer dans l'oubli avec tous ceux qui ont réinventé le cinéma dans les années 40 et 50. Que se serait-il passé si Murnau avait survécu? C'est une vraie question. C'est une vraie question. En tout cas, ce qu'on peut admirer, on peut le voir à nouveau dans les salles, puisque Le Dernier des Hommes, donc chef-d'œuvre absolu, je pense vraiment des plus grands films de l'histoire. On n'a pas trop parlé aussi de la prestation d'Emile Jannings, mais Emile Jannings qui sera aussi bien sûr dans l'Ange bleu. C'est une de Sternberg. C'est une prestation fondatrice de Jannings, qui sera plusieurs fois l'exemple de l'homme qui cache une espèce de déclin et de descente aux enfers sous l'honorabilité apparente, sous le manteau en l'occurrence ici du chasseur de l'hôtel. Ce personnage de Jannings, cette honorabilité blessée et déclinante, est vraiment une figure très importante du cinéma allemand. Donc à revoir en salle absolument le 4 janvier. Merci beaucoup Antoine. On parle maintenant de la Cinétech avec notre invité Jean-Baptiste Viaud. Vous êtes toujours dans Flashback, où nous parlons maintenant de la Cinétech, qui a été créée en 2015 sous l'égide notamment du producteur Alain Roca et de la réalisatrice Pascale Ferrand. La Cinétech propose au public une plateforme VOD dédiée au cinéma du XXe siècle, dans laquelle de nombreux cinéastes doivent choisir et présenter leurs 50 films préférés. Parmi eux, citons Bertrand Tavernier, Laurent Cantet, Jacques Audiard, Costa Gavras, James Gray, Michel Hazanavicius, Arnaud Desplechin, Park Chan-wook, Jean-Pierre Jeunet et beaucoup d'autres. Bande-annonce signée Cédric Lapiche. Eux, ils disent Star Wars. Ah non, c'est mort. T'as eu qui? J'ai eu Ben, il est chez JB là avec Jérém. Attends, je rappelle JB. Et du coup, moi je laisse un message à Ben. Assou de Carpenter? Non. Elle dit les enfants du paradis. C'est chiant. Attends, elle m'appelle là. Ouais, non, les enfants du paradis, il veut pas. Bah non, mais vous aimez que les trucs genre aventure là. Non, on aime que l'amour. Ouais, bien sûr, genre. Sinon, sur le site, il y a plein de réalisateurs qui suggèrent déjà des films. Il faut qu'on choisisse. Non, mais c'est bon, vas-y, on va faire une sélection. Ok, je regarde et je te rappelle. Je suis avec Steph au téléphone, là. Elle dit de partir sur Agnès Varda. Regarde la liste de Céline Sciamma, elle a que des bons films dans sa sélection. Ou James Gray. Ah, regarde sa liste à James Gray. J'adore James Gray. Ok, gars, je suis avec Hello au téléphone. Elle dit de partir sur la liste de Jacques Audiard. Alors, Jacques Audiard, il a mis Le Salaire de la peur, il y a des films avec Charlot, il y a Living Las Vegas avec Nicolas Cage, il est trop bien celui-là. Happy Together, Zombie, Une histoire vraie. Non, vous voulez pas un truc peu débarre? Ouais, mais comme quoi? La chèvre, y a pas la chèvre? Oh non, mais attends, mais pas la chèvre. C'est super la chèvre. Ah, la chèvre c'est lourd. Non, pas la chèvre. On a déjà vu la chèvre. Bon, ok, attends, je te cite des films et tu me dis, ok? Mama Roma. Les valseuses. Citizen Kane. Hackathon. La grande illusion. Tu vois, c'est quoi les fraises sauvages? Ok, After Hours, il paraît qu'il est ouf. Ça me saoule là. Choisis un film vite. Depend. À la Dolce Vita. Les Demoiselles de Rochefort. Et Pulp Fiction. Tu me saoules. Peau d'âme. Mon oncle. Les petites. Le mépris. Tu me saoules. Et La haine, vous êtes pas de choix? Attendez. Lequel? La haine. Non. Mais y'a rien qui vous plaît là? Si, j'aime bien la haine. Y'a rien qui vous plaît là. Bon, bah, un film d'Hitchcock alors. Ah bah ouais. Hitchcock, ça vous dit? Ouais, moi je suis ok pour Hitchcock. Ah, moi tu fais Ouais, Hitchcock. Mais vous êtes gentil, mais lequel? Et il y en a un avec Belmondo. À bout de souffle. Quoi? C'est Hitchcock ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse. Jean-Baptiste Viaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Flashback. Vous êtes le délégué général de la Cinétech qui a maintenant un peu plus d'1 an d'existence. Quel premier bilan tirez-vous? Le premier bilan est tout à fait positif puisque après avoir été largement relayé
et de manière tout à fait améliorative par les médias au moment du lancement le 5 novembre 2015. La Cinétech poursuit sa belle progression et je peux vous donner quelques chiffres peut-être pour après le premier anniversaire qui a eu lieu donc le 5 novembre de cette année. On est aujourd'hui à 5700 comptes créés, donc 5700 utilisateurs qui utilisent le site régulièrement. On est à plus de 5000 visites par semaine. On est autour de 300 actes locatifs par semaine également. Donc par acte locatif, c'est soit une location pour 48 heures ou un acte d'achat définitif, voilà, pour pouvoir télécharger le film sur son ordinateur. Vous avez entendu un extrait de la bande-annonce réalisée par Cédric Clapiche au mois de mai dernier, qui avait été présenté dans le cadre d'une conférence de presse au Festival de Cannes, qui là aussi a largement été relayé par les médias et qui a eu un très beau succès et qui a permis notamment une belle croissance sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, puisque on était autour de 6000 likes à ce moment-là, et aujourd'hui on est à 20 500 likes. Voilà, donc il y a une très belle reprise sur les réseaux, qui fait que la marque, enfin la Cinétech, continue à croître en termes de notoriété. Donc le bilan est tout à fait positif. Donc une personne qui va sur la Cinétech, sur le site, qui veut regarder un film, comment ça se passe? Comment il procède? Est-ce qu'il y a une sorte d'abonnement ou est-ce que c'est au cas par cas? Comment ça se passe? Alors pour l'instant, on est au cas par cas, justement, on est à ce qu'on appelle la location à l'acte, c'est-à-dire qu'on paye pour un film. Les tarifs étant 2,99€ en SD, c'est-à-dire en définition normale, ou 3,99€ en HD, en haute définition. Ça, c'est pour la partie location. Et pour la partie achat, c'est 7,99€ en SD et 9,99€ en HD. Alors, l'entrée la plus logique et légitime pour la Cinétech, c'est d'arriver par la liste d'un réalisateur. Effectivement, donc vous avez cité quelques noms de réalisateurs qui ont soumis leur liste tout à l'heure. Donc on peut arriver par exemple sur la liste de Costa Gavras, regarder les 50 films qui sont ces 50 films préférés du XXe siècle, qui constituent en quelque sorte la cinémathèque idéale, et c'est justement le point d'entrée idéal pour voir les films sur la Cinétech. Donc ça c'est vraiment le point d'entrée le plus logique. Un autre point d'entrée, c'est le catalogue général, qui recense tous les films à la fois cités, mais aussi on peut appuyer sur un bouton qui recense tous les films acquis uniquement du catalogue. Et là, on peut se balader soit par année, soit par réalisateur, soit par pays, et choisir son film comme ça. Donc il y a 2 points d'entrée, je dirais, soit la liste des réalisateurs, soit le catalogue général. Par ailleurs, sur la page d'accueil, a été mis en place un système qu'on a appelé le bobinet, qui permet en fait de se balader de film en film en cliquant sur un bouton qui s'appelle donc bobinet. Et là, on passe aussi bien de Showgirls qu'au Voici venu le temps des assassins, qu'à Conte des chrysanthèmes tardifs. Enfin voilà, on se balade comme ça de décennie en décennie, de pays en pays, de continent en continent et de réalisateur en réalisateur. En sachant que plusieurs films, au fur et à mesure, sont recommandés par plusieurs réalisateurs. Ce qui permet de dresser comme ça un panorama global des meilleurs films du XXe siècle. En tout cas, les films qui ont compté pour les réalisateurs, qui les accompagnent quand ils tournent eux-mêmes, qui sont dans un coin de leur tête un peu toujours. Et alors, quand Costa Gavras vous donne une liste de 50 films, vous trouvez les 50 films pour la Cinétech? Ah bah c'est toute la gageure du projet et c'est très compliqué effectivement, parce qu'on parle encore une fois de films du XXe siècle. Donc le XXe siècle va on a décidé que ça allait du début du cinéma jusqu'à l'année 2000, l'année 2000 de production incluse. Donc pour des films sortis entre 1990 et 2000 américains, c'est assez facile de retrouver l'ayant droit. Pour un film coréen des années 60, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, une fois qu'on a la liste des 50 films, s'engage un grand travail de recherche des ayants droit ou des mandataires VOD pour la France. Dans certains cas, c'est assez évident. Par exemple, pour les films français, c'est assez bien renseigné. Le CNC fait un travail par les registres de la cinématographie et de l'audiovisuel qui est épatant et qui permet quand même de retracer pas mal d'ayants droit. Pour d'autres films, c'est très compliqué et il arrive qu'on les retrouve jamais. Par ailleurs, il y a un autre cas de figure qui est problématique aussi, c'est qu'on sait qui sont les ayants droit, mais par contre le film n'a pas été numérisé, ou alors le film n'a pas été restauré et la copie est épouvantable et c'est pas possible de la mettre en ligne en l'état. Donc sur une liste d'une 50aine de films, on est autour de 25 films disponibles par mois. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, mais un petit peu frustrant aussi. C'est vrai que quand on voit la liste de tous ces metteurs en scène, de films qu'on a envie de revoir, certains qu'on ne connaît pas, il y a parfois des choix très, très pointus. Mais j'imagine que pour toutes ces recherches de droits, vous avez des partenaires, des soutiens solides. Vous parliez tout à l'heure de la Cinémathèque. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment vous procédez avec tous ces partenaires pour justement pour cette recherche de droits, pour que ces listes soient les plus complètes possibles? Effectivement, la Cinémathèque française aide régulièrement pour remonter à des ayants droit, dans la mesure où ils organisent souvent des rétrospectives, des cycles. Ils peuvent avoir identifié les ayants droit de leur côté. Le CNC, comme je vous le disais également, est
tout à fait aidant de ce point de vue-là. Et sinon, dans certains cas, ça s'apparente à, je dirais, de la spéléologie un petit peu. Il faut aller se renseigner sur l'histoire du film. Est-ce qu'il a été montré en France? Est-ce qu'il est sorti en France? Est-ce qu'il a été montré seulement dans un festival? Pour des films coréens, il m'est arrivé de contacter le festival du film de Busan. On peut contacter le festival des 3 continents, qui est spécialisé notamment en cinéma asiatique. Voilà, c'est vraiment du cas par cas, il y a pas de règle générale. Encore une fois, par exemple, quand le DVD a été édité dans les 10 dernières années, on a un peu plus de chances de pouvoir remonter à l'ayant droit, parce que les droits DVD étant également allant souvent de pair avec les droits VOD, là c'est un peu plus facile. Mais vraiment le cas le plus complexe étant quand le film n'a jamais été distribué en France, quand il n'est jamais sorti en France. Alors quand on regarde un peu attentivement les listes donc de tous ces réalisateurs, on remarque que les choix sont souvent des choix très cinéphiles, voire même parfois un peu pointus, rares, mais certains dérogent à la règle. Je pense notamment à Michel Hazanavicius qui choisit La Chèvre, par exemple, de Francis Weber qu'on a entendu tout à l'heure dans la bande-annonce, ou même Star Wars, ou Alain Chabat qui revendique les aventures de Rabbi Jacob. Mais je trouve que c'est une bonne initiative, cet éclectisme, j'imagine que vous le souhaitiez. Absolument. Il n'était pas question de faire quelque chose d'élitiste qui dirait voici les meilleurs films du XXe siècle. Il y en a 200 et ce sont ceux-là. Et il n'est pas question d'en regarder d'autres. L'idée était vraiment qu'on puisse, encore une fois, que les goûts des réalisateurs, leur choix soit le point d'entrée vers une cinéphilie qui est tout à fait globale et qui va effectivement du petit film très pointu tchèque des années 30 à une grande comédie populaire française des années 80, en passant par des séries B américaines. On a eu le cas dernièrement avec un film de Lloyd Kaufman, Toxic, qui avait été sélectionné par Alain Chabat et qu'on est les premiers à montrer en VOD. Le film n'existait pas en VOD en France. Donc effectivement, il y a un éclectisme qui est là et qui était tout à fait voulu. C'est un projet très ambitieux que vous avez. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il est né? Parce que donc c'est une cinémathèque des réalisateurs, c'est vraiment les réalisateurs qui parlent des réalisateurs, c'est vraiment le principe. Comment cette idée a germé? Quelle est la genèse de la cinéthèque? C'est-à-dire qu'il y a eu une rencontre qui a été un peu miraculeuse entre 3 réalisateurs de la SRF qui sont vraiment à l'origine du projet, à savoir Pascal Ferrand, Laurent Canté et Cédric Clapiche, qui un jour vont à une réunion à la SRF sur la VOD et qui est animé entre autres par Alain Roca, qui est aussi à l'origine du projet sur le volet Le meilleur du cinéma, Univers Ciné. Et ces 3 réalisateurs disent à Alain Roca, on adorerait faire une plateforme VOD. On se demande pourquoi le cinéma de patrimoine, le grand cinéma du XXe siècle, n'est pas du tout disponible en ligne. Ce travail-là n'est plus fait. Les émissions de cinéma, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Plus personne ne parle de vieux films, pour le dire de manière abusive. Et il y a plein de films du XXe siècle qu'on aimerait revoir et qu'on ne peut pas. On peut, alors avec un peu de chance, de temps en temps, y repasser en salle, effectivement. Mais en ligne, c'est très compliqué. Alors à plus forte raison, dans une offre légale. C'est presque impossible. Et Alain Roca dit moi j'y ai pensé à lancer une plateforme de cinéma de patrimoine, mais le problème c'est l'éditorialisation. Comment on sélectionne les films? Et les réalisateurs lui ont dit c'est nous, on est les mieux placés pour le faire. Et donc c'est de cette rencontre qu'est né le projet. Alors c'est vrai que plusieurs réalisateurs sur la plateforme de la Cinéthèque nous parlent à travers des bonus des films, de leurs films de chevet, de leur cinémathèque idéale. Ils présentent les films, pourquoi ils les aiment, quelles sont les qualités. Donc ça c'est très bien, même si on aimerait que encore plus de cinéastes nous parlent de cette cinémathèque idéale. Et puis vous faites aussi intervenir des archives sur ces films ou sur ces comédiens, sur ces réalisateurs, et notamment une émission évidemment culte des années 80 qui s'appelle Cinéma, qu'on prend beaucoup plaisir à revoir d'ailleurs. On se rend compte que c'est une émission qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui et qui est vraiment formidable. Cette transmission, elle vient aussi de cette pédagogie des réalisateurs et aussi des archives. Vous parlez de transmission et de pédagogie, c'est tout à fait le cas. Une des grandes volontés des réalisateurs à l'origine du projet, c'était de faire de l'éducation à l'image. Quelle meilleure éducation à l'image il y a pour commencer que de regarder des films? Donc l'idée étant de les rendre accessibles sur une plateforme VOD, et par ailleurs de pouvoir les présenter par ceux qui les font, en tout cas qui font également des films. Et par ailleurs, ces grandes émissions du passé, comme vous disiez, on peut plus les voir aujourd'hui quasiment. En tout cas, c'est très compliqué. Et grâce à un partenariat avec l'INA, on a pu récupérer plusieurs extraits de ces émissions. Donc vous citiez Cinéma, mais il y a aussi Cinéastes de notre temps, par exemple, et plein d'autres émissions cinéphiliques, et qui vont dans le sens de transmission et de partage à la fois du savoir et de goût et d'un contexte du cinéma et d'histoire du cinéma. Et tout ça, en fait, ensemble, fait que
pouvoir voir des films, plus entendre des réalisateurs en parler, plus avoir des émissions du passé qui replacent tout ça dans son contexte, c'est un formidable outil de transmission également. Lors du lancement de la Cinétech, Jean-Pierre Jeunet déplorait le fait qu'il s'était retrouvé un jour devant des étudiants de cinéma à Rome et que très peu avaient vu la Dolce Vita. Est-ce que, on parlait de transmission de pédagogie, mais est-ce que la mission première de la Cinétech, ce n'est pas justement la transmission aux plus jeunes ? C'est d'ailleurs un peu l'état d'esprit de la bande-annonce de Clapiche qu'on a entendu tout à l'heure. Tout à fait, vraiment. L'idée étant que, pareil, encore une fois, qu'on ne reste pas sur une région parisienne, par exemple. Le site est accessible partout en France, donc ça peut aller toucher des gens qui ont du mal à accéder, par exemple, à du cinéma de patrimoine, car le travail de diffusion du cinéma de patrimoine en province n'est pas forcément si évident que ça. Il y a plein de choses qui sont faites, évidemment, mais c'est pas toujours évident quand on habite dans des petites villes, qu'on est loin d'un cinéma qui projette des vieux films classiques. Et effectivement, l'idée était que les jeunes générations puissent arriver au cinéma de patrimoine par ce système de liste qui est un système un peu plus ludique et effectivement dire ce réalisateur je l'aime bien, tiens qu'est-ce qu'il conseille, tiens la Dolce Vita je connais pas, je vais regarder qu'est-ce que c'est, ou alors la Dolce Vita effectivement ça me dit quelque chose, qu'est-ce que c'est, je regarde, ou alors la Dolce Vita on m'en parle depuis des années, il faut que je le voie, donc je le vois. Donc, effectivement cette notion de transmission aux jeunes générations est très fortement présente. Et la Cinétech va évoluer, j'imagine. Il y a d'autres étapes qui vont arriver prochainement. Oui, il y a plusieurs projets en cours. Déjà la première, c'est qu'on continue à agrandir le catalogue de films disponibles. Aujourd'hui, on est autour de 600 films disponibles sur 1200 cités, donc on est à peu près à la moitié, ce qui est pas mal du tout. Et actuellement, on est en phase finale de négociation avec la Warner. Donc là, ce sera 120 films qui vont arriver au catalogue de la Cinétech autour de février-mars. Et là, on parle pas de n'importe quel film, on parle de films de Kubrick, des grands films américains du XXe siècle, du Magicien d'Oz qu'on citait tout à l'heure. Donc ça, c'est une première étape et une première bonne nouvelle, ce qui fait que le catalogue de la Cinétech à fin 2017 sera autour de 800 films à peu près, avec aussi l'arrivée des nouvelles listes de nouveaux réalisateurs. Il y en a une par mois. Par ailleurs, on travaille actuellement, et c'est également en phase finale, avec 4 institutions cinématographiques qui sont la Cinémathèque française, la Cinémathèque de Toulouse, l'INA et l'Obster Film, à une toute nouvelle rubrique qui devrait s'appeler quelque chose comme Trésor invisible. Le titre n'est pas encore définitif, mais qui sera une rubrique où là, ce sera les institutions qui diront regardez ces films, ils sont vraiment rares, ils sont vraiment quasiment inconnus et nous les avons sélectionnés pour vous. Donc une nouvelle manière de sélectionner encore d'autres films du XXe siècle et qui sont pour le coup plus rares et plus invisibles. 2 autres évolutions, on va dire, techniques, mais qui sont très importantes. La première, c'est l'IPTV, c'est-à-dire que Free nous a donné son accord pour l'ouverture d'une boutique, la Cinétech, sur la Freebox. Ça devrait intervenir à la fin du premier semestre 2016, enfin fin mai, début juin. Et là, ça c'est une très bonne nouvelle parce que la consommation est beaucoup plus importante en exploitation indirecte, c'est-à-dire sur les box, que sur Internet à l'heure actuelle. Et la dernière évolution, et pas des moindres, c'est un système par abonnement. Et pour le coup, sur un modèle un peu hybride, on va dire une sorte de mini SVOD, où au lieu d'avoir le catalogue intégral qui serait disponible en illimité tous les mois, ce sera une sélection de 15 films établis par un invité différent tous les mois. Donc un invité du secteur culturel qui peut être un écrivain, une actrice, un chanteur, un compositeur. Voilà. Et tous les mois, ils sélectionneront 15 films parmi le catalogue de films acquis de la Cinétech en disant voici mes 15 films préférés et pourquoi, avec pareil une vidéo ou un texte de présentation. Et pour une somme qui est aujourd'hui le prix d'achat d'un film, le prix de location d'un film, les gens pourront avoir accès à 15 films en illimité. Plein de nouveautés à découvrir donc prochainement dans la Cinétech. Pour aller à la Cinétech, l'adresse, Jean-Baptiste ? www.lacinetech.com. Voilà, n'hésitez pas, il y a vraiment plein de trésors à revoir ou à découvrir. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir été avec nous. Et nous parlons maintenant des sorties DVD. Dans l'actualité des DVD, 2 films réalisés par Akira Kurosawa, Yojimbo, réalisé en 1961, et Sanjuro, réalisé en 1962, édité chez Wildside, qui a entrepris la remasterisation de
17 films du maître japonais produites par le studio Toho. Les deux films Yojimbo et Sanjuro, qui ont le même personnage, un samouraï errant et sans maître, qu'on appelle Ronin, se situent à la fin du 19e siècle, au moment où les seigneurs féodaux ont laissé le pouvoir aux commerçants. Les films sont bien sûr portés par la nonchalance de Toshiro Mifune, l'acteur fétiche du cinéaste avec qui il tourna plus de 15 films, qui a certes de mauvaises manières, le personnage bien sûr, mais qui a aussi des valeurs, ce qui inspirera plus tard Sergio Leone pour Clint Eastwood. Dans Yojimbo, Mifune va surtout se montrer cynique et manipulateur, mais en revanche plus humain et progressiste dans Sanjuro, dans lequel il prend la défense de paysans idéalistes qui veulent lutter contre un pouvoir corrompu, une analogie évidente à la situation du Japon au début des années 60 qui connaissait d'importants mouvements contestataires. Dans les bonus présents dans ces DVD, on mesure à quel point Kurosawa était un perfectionniste, exigeant dans Sanjuro de peindre en noir les camélias rouges afin qu'ils aient plus d'impact à l'image. Rappelons que le film a été tourné en noir et blanc, et changer même les feuilles de camélia par des feuilles de saki qui étaient soi-disant plus fraîches. En tout cas, c'est ce qu'il prétendait. Le cinéaste pouvait même passer une journée entière sans tourner pour disposer les fleurs, plus de 15 000, comme il le souhaitait. Il y accordait une importance particulière, il faut l'expliquer, car le nom de son héros, Sanjuro, signifie camélia. Le duel final également de Sanjuro, qui demanda plus d'1 mois de répétition et qui frappe par sa sécheresse, un seul plan, un seul coup de sabre et tout est pardonné, si on pourrait dire. Le perfectionnisme de Kurosawa, il est légendaire, mais ce qui frappe aussi, c'est son art de la composition, quasi picturale, la manière même subtile qu'il a de filmer Mifune au milieu du groupe, un groupe rangé, alors que lui est un vagabond qui, malgré son côté grossier, va aller quand même du bon côté. C'est un personnage qui a profondément marqué le cinéma japonais et même le cinéma mondial. Donc dans 2 œuvres du cinéaste japonais Akira Kurosawa, à visionner donc dans ces belles éditions DVD, une fois de plus chez Wildside, largement nourries en bonus. À noter qu'une rétrospective en salle de ces films sera également proposée dans les salles de cinéma à partir du 25 janvier. C'est Carlotta qui propose une dizaine de films, 8 films très exactement, dont 2 inédits, le plus dignement, réalisé en 44 et Un merveilleux dimanche, réalisé en 47, mais aussi des films beaucoup plus célèbres comme La forteresse cachée ou encore Barberousse. Outre celle consacrée à Akira Kurosawa, d'autres rétrospectives ont lieu durant ce mois de janvier, à commencer par celle consacrée à Ingmar Bergman. À partir du 4 janvier 2017, dans les salles de cinéma, l'éditeur Carlotta propose de redécouvrir dans leur version restaurée 12 films du maître suédois, parmi lesquels Musique dans les ténèbres, Monica, Sourire d'une nuit d'été, Les fraises sauvages ou encore Sonate d'automne, évidemment aussi le 7e saut. Antoine, votre Bergman favori? Alors moi, mon Bergman préféré, c'est La Source. Je trouve que c'est un film magnifique. C'est un film qui se passe au Moyen-Âge, dans lequel il y a à la fois une histoire tragique de viol et de vengeance, dans lequel il y a aussi l'opposition entre une femme, disons, policée, fille d'une espèce de famille relativement aisée, et sa demi-sœur qui est au contraire une personne totalement sauvage. Donc il y a cette opposition entre ces 2 femmes et toute la dureté du Moyen-Âge dans un film qui est vraiment magistral et puis qui en plus est extrêmement audacieux pour son époque. Pour ma part, ce serait sans doute, même sûrement, Scène de la vie conjugale, réalisée en 72, radiographie implacable du couple, qui est donc à redécouvrir aussi dans cette rétrospective. Autre rétrospective, celle consacrée à Frank Capra à la Cinémathèque française du 4 janvier au 27 février, Antoine. Alors la rétrospective Capra, c'est vraiment formidable parce que évidemment, il y a des films majeurs de Capra qui sont généralement des grands films sociaux qui réconcilient en quelque sorte l'Amérique corrompue avec l'honnêteté des pères fondateurs. Il y a toujours un
un personnage qui au début est le jouet de forces corrompues et puis qui finalement finit par faire triompher la vérité. Donc il y a à la fois une idée de dénonciation et puis il y a l'idée qu'à la fin quand même le bien normalement doit l'emporter si on applique les grands principes de l'Amérique. Alors ça, ce sont des films qui sont très très bien faits, qui sont mythiques. Et puis il y a des films qui sont moins connus et qui sont très intéressants. Évidemment, dans la rétrospective, on a envie d'aller voir cela. Alors par exemple, il y en a un qui s'appelle Femme de luxe de 1930, qui est un des premier film muet de Capra, qui est tout à fait étonnant. Il y a notamment une scène au début qui est démente où des gens festoient au sommet d'un gratte-ciel sur une espèce de petit château qui est construit en haut du gratte-ciel et font tomber tout leur détritus sur les gens qui marchent en dessous dans la rue. Et ça, c'est une scène absolument fondatrice du cinéma de Capra, cette espèce de fossé entre les plus riches et les plus pauvres et cette espèce d'arrogance des uns vis-à-vis des autres. Mais il y a des films très étonnants. Par exemple, il y a Dirigeable, qui est un film qui mélange une intrigue sentimentale assez gnangnan avec des images de dirigeables qui sont complètement démentes. Et là, d'un seul coup, on a Capra, cinéaste du film d'action. Alors, il y a aussi un truc formidable, c'est que vous avez toute la série Pourquoi nous combattons. Vous savez que Capra a été le grand cinéaste des films qui racontaient, alors c'était des films de propagande, mais en même temps, c'est des formidables documents sur la guerre. Des documents qui expliquaient partout, voilà, pourquoi nous combattons. Et les 7 documents de cette série sont visibles dans la rétrospective de la Cinémathèque. Ce qu'il faut dire aussi sur Capra, c'est que c'était un réalisateur avec une grande autorité, une grande indépendance aussi, puisqu'il a été à un moment donné, je crois, son propre producteur, oui. Et que son nom était aussi gros que les actrices et acteurs fameux qu'il avait mis en scène. On peut dire que c'est pratiquement le premier réalisateur dont le nom a été mis en aussi gros que celui des actrices. C'était vraiment, quand les gens allaient voir un film de Gary Cooper ou un film ils allaient voir le film de l'acteur, sauf les films de Capra. C'est le premier réalisateur dont on allait voir les films pour le nom du réalisateur. Eh bien, une rétrospective donc immanquable à voir à la Cinémathèque française du 4 janvier au 27 février. Yes, it's wonderful news, for when all these wonderful people get into the swim, it's a wonderful life. For never before has any film contained such a full measure of the joy of living, the drama of living, and above all, the glorious romance that makes this such a wonderful life. Don't you ever get tired of just reading about things? Yeah. Hey, what are you doing tonight? I don't want to get married to anybody, you understand? I want to do what I want to do. And you... Nous parlons toujours de la Cinémathèque à travers l'exposition de Méliès à la 3D, la machine cinéma, qui se poursuit jusqu'au 29 janvier. Elle retrace plus de 120 ans d'invention cinématographique dans un espace où l'on peut voir l'évolution des caméras et des projecteurs, l'apparition du son, les différents formats d'images, jusqu'à l'arrivée du cinéma numérique. Pour en parler, nous avons par téléphone Laurent Manoni, le directeur scientifique du patrimoine et du conservatoire des techniques de la Cinémathèque et commissaire de cette exposition. Laurent Manoni, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Flashback. Alors, comment avez-vous conçu ce parcours ? Écoutez, c'était un peu un travail difficile, effectivement, parce que une exposition de ce type n'avait jamais été réalisée jusqu'à présent. Je crois que c'est la première fois dans une exposition que l'on tente de retracer les grandes dates de l'invention et de l'évolution technique et esthétique du cinéma des origines à nos jours. En fait, ce qui nous intéresse, c'est pas du tout la technique pure et dure, c'est plutôt le rapport entre la technique et l'esthétique, c'est-à-dire la façon dont les appareils ont produit des images et aussi la façon dont ces images ont évolué au fur et à mesure que la technique avançait. Alors, dans cette exposition, on peut voir de nombreuses pièces uniques. Je pense notamment à la caméra Technicolor utilisée sur le Magicien d'Oz. Est-ce que, justement, l'évolution de ces techniques, est-ce qu'elle a changé la manière de raconter des histoires ? Dans le cas de la caméra Technicolor, c'est flagrant parce que le Technicolor, qui était une technique extrêmement complexe, qui était d'ailleurs un secret très bien préservé, il faut savoir que la caméra Technicolor, il n'y en a eu que 27
exemplaires fabriqués par Technicolor et que ces caméras étaient louées avec des conditions tout à fait précises. Les secrets de fabrication étaient énormes et en fait ces caméras produisaient des films, permettaient de réaliser des films avec des couleurs extrêmement particulières qui appartiennent en propre au style Technicolor. Donc là on peut dire que pour le coup qu'une machine a vraiment enfanté des formes et un style tout à fait particulier. D'autant qu'en outre il y avait un consultant des couleurs qui était Nathalie Calmus qui supervisait la charte Technicolor. Donc c'était tout à fait particulier et cette caméra Technicolor a permis de réaliser des très grands films comme Autant n'emporte le vent, Une étoile est née ou Le magicien d'Oz. On se rend compte dans l'exposition que la technique peut être vraiment au service de l'imaginaire des cinéastes. On parlait de la caméra Technicolor, mais dans l'exposition, vous montrez aussi la caméra BNC Mitchell utilisée par Orson Welles sur Citizen Kane, entre autres bien sûr. La grue Luma aussi utilisée par Polanski sur Le Locataire. On se rend compte à travers tous ces objets techniques qu'ils ont été utilisés de la meilleure manière par des cinéastes pour concrétiser leur vision. Oui, en fait, il y a toujours eu un rapport très étroit entre le réalisateur et la machine. Au fond, dès la naissance du cinéma, les pionniers du cinéma ont voulu faire de la machine de prise de vue leur alter ego. C'est elle qui est chargée de retranscrire la vision du monde. Et au fond, c'est un œil moderne tout d'un coup qui s'est ouvert à cette époque. D'où la théorie du ciné-œil de Dziga Vertov notamment, et aussi de l'homme-machine qui revient constamment à travers certains appareils comme le Steadicam, la Luma que vous avez cité, qui permettent vraiment au fond de transformer la machine en œil, voilà, pour capter non seulement le réel, mais aussi pour inventer la fiction. Abel Gans disait que le cinéma doit toujours se réinventer et cette exposition permet vraiment de se rendre compte à quel point lui-même fut un précurseur, le créateur de nombreuses inventions, dont le triple écran ou la perspective sonore qu'il expérimenta sur son Napoléon. On parlait du rapport de la machine au réalisateur, mais Abel Gans est l'un des rares cinéastes inventeurs de l'histoire du cinéma. Effectivement, il y a quelques cinéastes qui ont marqué leur empreinte dans l'histoire des techniques. Il y a des cinéastes qui ne connaissent rien à la technique et qui font de très beaux films, mais ils sont toujours assistés d'excellents techniciens. Mais il y a aussi des cinéastes qui ont une vraie vision de la technique. Abel Gans figure parmi ceux-là. Il est l'auteur de plusieurs brevets de machines extraordinaires. On montre dans l'exposition la caméra qui a permis la réalisation de son fameux Napoléon, mais aussi des lentilles coupées qu'il a lui-même mises au point pour faire des effets spéciaux. Lui, il est allé très très loin dans cette recherche, et tous ces films du reste sont marqués par une sorte d'inventivité constante, formelle. Oui, des mouvements ont même été, je pense, directement identifiés grâce à la technique. Je pense notamment à la Nouvelle Vague qui a marqué de son empreinte grâce à des caméras plus légères, à de nouvelles pellicules. Ça n'était pas qu'un mouvement de jeunes cinéastes, c'était aussi un mouvement technique. Alors la Nouvelle Vague, elle est vraiment née d'un certain type de caméras qui sont apparues tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été notamment lancées par Éclair et par André Coutan, et c'était des caméras légères qu'on pouvait porter sur l'épaule, mais des caméras électriques aussi que l'on pouvait vraiment utiliser dans la rue. Et la Nouvelle Vague s'en est emparée tout de suite et a adoré au fond la mobilité, la légèreté de ces machines. Le seul problème de ces machines, qui étaient par ailleurs très très réussies au point de vue technique, c'est qu'elles étaient très bruyantes. Alors si aujourd'hui vous regardez à bout de souffle, vous verrez d'une part que Raoul Coutard, le directeur de la photographie, qui est malheureusement décédé il y a quelques semaines, qui est un génie de la prise de vue, vous verrez qu'il réalise des plans séquences absolument virtuoses, qu'il porte la caméra sur l'épaule, qu'il fait vraiment un travail mais magnifique, mais vous entendrez par ailleurs que le film a été entièrement tourné en muet, qu'il a été entièrement post-synchronisé. Pourquoi ? Parce que la caméra en question, qui était le Caméflex que nous présentons à l'exposition, il était extrêmement bruyant. Donc Jean-Luc Godard, le réalisateur, a préféré tourner en muet, ce qui est quand même assez étonnant parce qu'on s'attend de la Nouvelle Vague aussi, qui est une vraie recherche du son synchrone. Et là, non, ils ont été stoppés par ça, par ce problème technique, mais que Godard a contourné d'une façon géniale en créant un son post-synchrone tout à fait révolutionnaire. Alors, le cinéma est un art, bien sûr, avec Godard pleinement, mais aussi une industrie, avec une chaîne de production lourde et coûteuse. Et justement, l'exposition ne contribue-t-elle pas à illustrer cette réalité que la cinéphilie ne prend pas toujours en compte ?
Effectivement, comme l'a dit Malraux, le cinéma est une industrie, mais je dirais plutôt que le cinéma est un art hautement technique. Et à mon avis, ça c'est une chose dont on n'a pas eu vraiment conscience jusqu'à présent, notamment dans les universités, etc. Parce que c'est un art qui dépend entièrement de la machine, qu'elle soit mécanique ou numérique aujourd'hui. Un écrivain peut écrire son roman avec un stylo plume ou un bic, ça n'a pas d'importance au fond. Mais un cinéaste, selon les moyens qu'il va utiliser, va réaliser un film qui sera tout à fait différent s'il le tourne en Super 8 ou en 70 mm, en couleur ou en noir et blanc, en relief, etc. Donc le cinéma, la part technique du cinéma a été, à notre avis, injustement oubliée jusqu'à présent. Et dans cette exposition, nous avons voulu la remettre à l'honneur pour bien montrer qu'au fond de lumière jusqu'au numérique, eh bien le cinéma évolue avant tout grâce à cette part technique qui est vraiment essentielle de comprendre. Le numérique justement, d'ailleurs à la fin de cette exposition, on peut visionner un court-métrage d'animation en réalité virtuelle qui s'appelle Kinoscope, qui immerge le spectateur dans un voyage à travers l'histoire du cinéma. La réalité virtuelle, est-ce que c'est l'avenir du cinéma selon vous ? Alors c'est très intéressant comme question. Nous avons reçu à la Cinémathèque récemment Douglas Trumbull, qui était le réalisateur des effets spéciaux de 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Et lui, alors c'est vraiment le grand génie des effets spéciaux, lui considère que l'avenir du cinéma sera immersif. C'est-à-dire que vous pourrez assister à un cinéma extrêmement sensoriel où tous vos sens seront sollicités. Mais il considère que l'avenir ne sera pas au casque virtuel, qui effectivement emprisonne le spectateur. C'est un plaisir solitaire, c'est un plaisir à notre avis totalement qui fait revenir le spectateur à l'origine du cinéma, c'est-à-dire au kinétoscope Edison, où il fallait se pencher sur une lucarne pour voir des images. Et selon Douglas Trumbull, c'est pas du tout cette voie-là qui va permettre au cinéma d'avancer, c'est plutôt la voie de la salle de cinéma avec un écran gigantesque, avec des sièges montés, des sièges mobiles montés sur les reins, avec des effets odorama, avec toutes sortes de choses qui permettent au spectateur d'être totalement immergé dans l'image. Voilà, le cinéma en permanence en mouvement, et on s'en rend très bien compte dans cette belle exposition donc de Méliès à la 3D, la machine cinéma à la Cinémathèque française, qui se poursuit jusqu'au 29 janvier. Merci beaucoup Laurent Manoni d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au moment où arrive en salle son dernier film, Le très beau Patterson, qu'une exposition lui est consacrée au cinéma Galerie à Bruxelles jusqu'au 12 février et qu'une intégrale de son œuvre est proposée à la Filmothèque Quartier Latin à Paris, sort en librairie un essai sur Jim Jarmusch, une autre allure, écrit par Philippe Azouri et publié chez Capricci. Alors c'est une approche assez personnelle et même un peu intellectuelle de l'œuvre de Jarmusch. On apprend entre autres qu'il a été très marqué bien sûr par l'œuvre des grands maîtres japonais comme Ozu Mizoguchi, qu'il rendra hommage d'ailleurs dans son Ghost Dog, montre aussi sa volonté farouche d'indépendance. En effet, Jarmusch a toujours refusé de tourner pour Hollywood, ce qui donne aussi à l'homme et à ses films un côté parfois un peu snob qui peut agacer, mais il a réalisé une filmographie assez accomplie, évidemment inégale aussi, d'où émergent quelques bijoux, dont Don by Law, l'un de ses meilleurs films, réalisé en 1985, l'évasion folklorique de 3 prisonniers campés par Tom Waits, John Lurie et l'irrésistible Roberto Benigni. Jack. Why do you leave me alone? There is a very good rabbit. I know very good way to cook it. My mother teached me. My mother is Olina, the name of my mother, with the rosmarino, olive oil, garlic, and the other secrets of the Isolina. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez la réécouter en podcast sur séanceradio.com, SoundCloud et iTunes. Nous vous donnons rendez-vous, Antoine, le lundi 6 février.